En 2007, sort Les Maîtres du Mal. Au Raft, la section pour super criminels de la prison de Rikers, les gardiens s'affairent pour ramener le calme parmi les prisonniers, tandis que Crâne Rouge et l'homme absorbant sont en pleine évasion. Avant de partir, Schmidt poignarde à mort le baron Strucker, après lui avoir soutiré des informations à propos de la localisation d'un objet très puissant, tandis que Krill fait un détour par une aile de Rikers, où il fait face à un détenu qui s'interpose, sans succès. Krill hurle alors le nom de l'homme qu'il cherche, Simon Williams. L'homme en question arrive timidement, et les deux hommes prennent alors la fuite. Les évadés se rendent alors sur le toit, où les attend un hélicoptère, avec lequel ils parviennent à s'échapper. Hank Pym vient aider le courageux détenu qui est encore au sol, sonné par le coup de poing métallique de l'homme absorbant. Non loin de là, dans New York, au Baxter Building, Ben Grimm essaye de se contenir, après avoir visionné les images de vidéosurveillance sur lesquelles il assiste impuissant à l'enlèvement de ses amis. T'Challa lui explique que l'individu qui les a kidnappés est le Docteur Fatalis, celui qui a tué son père et qui a pillé son pays de sa matière première, le vibranium, un métal aux propriétés qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses entre de mauvaises mains. Et c'est la raison pour laquelle il est allé chercher l'aide des 4 Fantastiques, super-héros reconnus depuis plusieurs années, afin qu'ils puissent aller déjouer les plans du dictateur latverien. Au manoir des Vengeurs, Iron Man tient une conférence de presse, où il déclare que se déroule actuellement le procès de Hank Pym, et que Thor est retourné sur sa planète il y a peu. Il conclut alors que pour toutes ces raisons, il annonce que les Vengeurs vont recruter de nouveaux membres. Alors qu'il est assiégé par les questions des journalistes, il quitte la scène pour se changer discrètement en Tony Stark. Reconduit chez lui par son chauffeur Happy, il reçoit un coup de téléphone de Pepper, lorsqu'un choc se fait sentir à l'arrière du véhicule. Il voit une flèche plantée dans le capot, juste avant qu'une explosion fasse sortir la voiture de la route. Tony sent son cœur s'emballer alors qu'il tente de sortir son ami de la carcasse enflammée. Il reçoit une flèche dans le bras, et lorsqu'il regarde dans la direction du projectile, il voit un archer se diriger vers lui. Il le pointe avec son arc, prêt à lui tirer dessus. Tony ne peut rien faire. Il se rend compte que sans son armure, il ne vaut rien, et supplie alors l'inconnu. L'homme lui répond qu'il a bien mérité ce qui lui arrive, et lui décoche une flèche en plein cœur. Sur l'héliporteur du Shield qui se dirige vers New York, Nick Fury ronchonne. Entre l'évasion de Rikers et l'attaque de Stark, la journée promet d'être tendue. Son bas droit, Dum-Dum Dugan, l'informe que Steve Rogers a été mis au courant de la situation et qu'il va rapidement les rejoindre. Fury est certain que l'évasion est un coup du baron Zemo. Dans l'hélicoptère, le trio d'évadés survole l'Atlantique. Krill interroge Crâne Rouge à propos de la présence de Williams, et celui-ci se contente de lui répondre qu'il travaille pour eux. Ils arrivent aux coordonnées données par Strucker, et Krill descend alors au fond de l'eau, pour chercher un coffre sécurisé. Il le remonte, et alors que l'hélicoptère reprend son vol, Schmidt ouvre le coffre, qui révèle son contenu. Le cube cosmique, un objet conçu par l'AIM sous la direction de MODOK, et qui permet à son possesseur de réaliser tous ses rêves. Dans la prison de Rikers où le calme est revenu, Hank est toujours avec le détenu qui s'est interposé face à Krill. Celui-ci s'appelle Scott Lang. Pym le félicite pour son courage, et les deux hommes commencent alors à discuter. Scott est ici pour vol avec effraction, et il n'a qu'une hâte, purger les 6 mois qui lui restent pour qu'il puisse retrouver sa fille. Alors que Lang commence à interroger Hank sur sa présence ici, Pym est appelé pour être conduit au tribunal. Après un appel à Bruce Banner n'ayant mené à rien, Ben Grimm est hors de lui, il ne sait pas quoi faire. Alors qu'il parcourt les contacts de Reed, il voit un numéro qu'il n'a pas tenté, celui du directeur du Shield. Il parvient à entrer en contact avec Dugan, qui lui fait part de tous les problèmes que le directeur Fury doit traiter, mais il les invite à venir le rencontrer sur l'héliporteur, celui-ci arrivant à New York le lendemain. À Washington, cherchant à rattraper leurs erreurs passées, Wanda et Pietro Maximoff, les enfants de Magneto, aident de jeunes mutants, chassés de chez eux par leurs parents en les recueillant au sein d'un foyer. Alors qu'ils préparent le repas, ils reçoivent la visite de Sam Wilson, qui leur apporte des vêtements et de la nourriture. Pendant que le trio décharge les dons, ils discutent de la venue du sénateur Kelly, un extrémiste anti-mutant craignant pour la sécurité du peuple américain. Des jeunes en voiture passent à ce moment-là, en les insultant et en jetant des œufs sur leur maison. Wanda remarque dans le regard de son frère qu'il s'apprête à les poursuivre, mais le stoppe avant, lui expliquant que cela n'aidera en rien à arranger les choses. Au tribunal, Hank Pym est en plein procès pour le meurtre de David Cannon. Il est défendu par Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui l'a envoyé à New York afin de défendre son ancien allié vengeur. L'avocate fait intervenir la mère de l'une des victimes de Cannon, une jeune femme qui l'a poignardé à mort et qui a été retrouvée chez lui, portant une tenue proche de celle portée par la guêpe.
Mettant en avant l'obsession de Cannon pour Mademoiselle Van Dyne, les horreurs qu'il a commises ainsi que les crimes perpétrés grâce à ses pouvoirs de mutant, Walters tente de justifier le meurtre commis par Pym. Alors qu'elle retourne s'asseoir auprès de Janet, Jennifer lui explique que la cote de popularité des mutants étant en chute libre, celle-ci pourrait leur devenir favorable. Mais cette spéculation ne convient pas à Janet. Elle refuse que Hank soit vu comme un meurtrier qui a uniquement gagné son procès à cause du racisme de la population. Dans un club privé, l'archer va à la rencontre d'une femme, assise seule au bar. Il l'informe qu'il a tué Tony Stark. La femme en question, Natalia Romanova, remercie alors celui qu'elle appelle Clint, avant de partir. Mais celui-ci la retient par le bras, en lui demandant de venir avec lui. Elle lui explique que son casier est désormais vide, et que c'est la seule chose qu'elle lui doit. Clint la lâche, mais lorsqu'elle quitte la pièce, il décide de la suivre discrètement. Marchant pendant plusieurs minutes, Natalia finit par arriver au port. Elle monte sur un bateau qui semble abandonné, et Clint observe à travers les hublots ce qui s'y passe. Elle rencontre un vieil homme que Clint reconnaît. Il s'agit de Justin Hammer, le PDG de Hammer Industries, un concurrent de Stark International. Clint commence à soupçonner quelque chose, mais Hammer sort alors une arme, et plusieurs hommes encerclent Natalia. L'archer se lève pour aller la sauver, mais celle-ci sort un pistolet. Une fois le combat terminé, elle sort, et Clint lui demande ce que signifie tout ça. Natalia, furieuse qu'il l'ait suivi, lui explique néanmoins que Hammer l'a payé pour éliminer Stark, mais que celui-ci étant apparemment toujours en vie, il a cru à une trahison. Clint, qui pensait que l'assassinat de Tony Stark était justifié, comprend comment elle l'a envoyé tuer un homme innocent en le manipulant, et comment il a été aveuglé par ses sentiments pour elle. Natalia quitte les lieux précipitamment avant l'arrivée de la police, suivie de peu par Clint, qui la laisse partir à contre-cœur. Le lendemain, Nick Fury, qui reçoit des informations sur les derniers événements liés à Tony Stark, est débordé, alors que l'héliporteur arrive au-dessus de l'Hudson River. Steve débarque pour prêter main forte au directeur lorsque Dugan leur annonce qu'ils ont récupéré des vidéosurveillances de l'évasion. Sur les images, on voit une femme venir rendre visite à Krill, puis à Crâne Rouge, ainsi qu'à Simon Williams. Steve observe attentivement, et grâce à sa vision accrue, il reconnaît cette femme. Il s'agit de Jessica Drew, une agent avec qui il a déjà travaillé, et surtout qu'il a croisé dans les couloirs en arrivant il y a à peine quelques minutes. Le trio cherche alors rapidement autour de l'agent Drew, et en signe de réponse, un coup de feu se fait entendre. Et le directeur Fury s'effondre, tandis que Jessica s'enfuit sans perdre une seconde. Une équipe médicale arrive rapidement, alors que Nick confie la direction des opérations à Dum Dum Dugan, avant de perdre connaissance. Steve, qui était parti à sa poursuite, informe le nouveau directeur qu'elle a volé un jet pour prendre la fuite. À l'hôpital, Tony Stark est effectivement toujours en vie, sauvé par son plastron de métal qui a stoppé la flèche. Malgré tout, les blessures causées par l'accident de voiture et la flèche dans son bras le laissent dans un sale état. À côté de lui, Happy est dans le coma. À ses côtés se trouve Pepper qui lui tient la main. C'est alors que James Rhodes arrive, avec Bethany Cabe. Bethany est peinée de voir son ex-petite amie dans cet état. Roddy explique alors aux deux femmes que le choc de la flèche a déplacé les éclats d'obus près de son cœur, et que ceux-ci menacent de le tuer à chaque instant désormais. Pepper demande s'il n'y a rien à faire, et Rhodes répond qu'une opération à cœur ouvert est envisageable, mais extrêmement risquée. Bethany aimerait rester seule avec lui quelques instants. Pepper et Roddy sortent alors dans le couloir, où la lieutenant de police Mercedes Knight les attend, avec l'attaché case de Tony, qui a été trouvé sur le lieu de l'accident. Roddy la remercie, et, avant de partir, celle-ci précise qu'elle a jeté un œil avant de le rendre, et qu'il faudra qu'elle parle à Tony Stark à son réveil. Parce qu'il retourne dans la chambre, Tony voit ses amis arriver avec son attaché case. Il demande à Roddy de lui donner, et alors qu'il l'ouvre pour en sortir le masque d'Iron Man, il leur dit qu'il mérite la vérité, et révèle alors à ses trois amis qui il est en réalité. Au château de Fatalis en Latverie, l'hélicoptère des prisonniers se pose. Ils sont accueillis par Elias Starr qui fait des présentations. Simon est en fait ici pour superviser les intérêts de Justin Hammer. En effet, c'est en réalité pour Hammer que Williams a espionné à Stark International plusieurs années plus tôt. Et pour le remercier de sa fidélité, le PDG de Hammer Industries a tenu à l'inclure dans son projet de vengeance contre Tony Stark, et de son garde du corps, Iron Man. Mais les nouvelles sont mauvaises. Stark n'est pas mort comme l'avait promis Hammer, et considérant Williams et son patron comme des profiteurs sans intérêt, Zemo ordonne à Krill d'enfermer Williams en attendant qu'il lui trouve une utilité. À quelques pièces de là, Reed et Susan sont l'un auprès de l'autre. Le couple semble en souffrance, et particulièrement s'inquiéter pour leur bébé. Il se rassure néanmoins en pensant que Johnny et Ben finiront par venir les sortir de là. Pendant ce temps, l'équipe des vilains se rassemble autour du docteur Fatalis. Crâne Rouge,
indique que leur agent infiltré au Shield leur signale qu'elle a été repérée. Fatalis soupire, répondant que cela importe peu, car l'heure est venue de lancer la phase finale. Il appuie sur un bouton placé sur son bras, et celui-ci active derrière eux une armée de robots qui s'envolent. Fatalis ordonne également de préparer Simon Williams, avant de l'envoyer à New York. Ben et T'Challa arrivent à l'héliporteur grâce aux moyens de transport de celui-ci, mais le directeur Dugan est débordé, et il n'a pas le temps de les recevoir. Steve, témoin de la scène, les raccompagne. Et, sur le trajet pour rejoindre leur appareil, T'Challa, qui explique la situation, laisse entendre qu'un homme masqué était présent lors du pillage des mines de vibranium. Steve présume qu'il s'agissait du baron Zemo, qui a été perçu en Europe à plusieurs reprises. Au même moment, les agents présents s'agitent à l'entente d'une alarme. Steve interroge l'un d'entre eux, qui répond qu'ils vont subir une attaque terroriste dans les prochaines minutes. Steve retourne en urgence au centre d'opération, et effectivement, plusieurs engins volants à haute vitesse entrent dans l'espace aérien américain. En Latverie, Zemo et Star installent Simon dans une machine. Après une transformation extrêmement lente et douloureuse, Williams en ressort. Il sent une toute nouvelle forme d'énergie à travers lui. Le baron Zemo lui explique que son corps est désormais constitué d'énergie ionique, et qu'il lui a été implanté un virus, au cas où il refuserait de leur obéir. Il a en effet besoin d'une irradiation de l'antidote toutes les 3 heures, ou il mourra. À l'hôpital, Rhodes se tient auprès de Tony, endormi, qui va bientôt partir pour le bloc. Pepper, toujours auprès d'Happy, digère encore le choc de la révélation de Tony, tout comme Bethany, qui remet toute sa relation avec lui en question. Dans le Queens, Spider-Man voit les robots arriver au-dessus de la ville, de même pour Johnny Storm près du pont de Brooklyn. À Washington, Wanda installe de nouveaux venus lorsqu'elle entend des cris venir de dehors. Son frère arrive à toute vitesse pour la prévenir que quelque chose ne va pas. Sam, dans son appartement, remarque lui aussi que les choses risquent de mal tourner. Et c'est alors qu'aux États-Unis, une attaque simultanée est lancée sur plusieurs grands prix.